Si on revient il y a un siècle, par exemple, au moment de la Première Guerre mondiale, la création du Canard enchaîné, c'était aussi la création d'un média alternatif, on va dire, face à la censure de la presse classique, de la presse mainstream de l'époque, qui censurait toute critique de la guerre. Et donc, il a fallu créer des journaux dans les tranchées pour pouvoir rendre compte de l'absurdité, de la barbarie de cette guerre. Et le Canard enchaîné en est l'héritage. Donc, à chaque configuration historique, on a ce type de phénomène et on les a d'autant plus on peut dire aussi que les radios libres, les radios pirates étaient un petit peu la même chose pour ce qui est face au monopole public. Donc on a ce phénomène dans les années 60-70. On a ce phénomène d'autant plus que quand la sphère publique est verrouillée, si vous voulez, ce qui est en fait le cas aujourd'hui, de certaine manière, parce que on observe quand même une certaine homogénéité idéologique et au niveau des modèles économiques des médias dominants, qui fait qu'on a besoin en fait des voies alternatives qu'on trouve pas dans les médias classiques. Donc ça, c'est un phénomène ancien qu'on retrouve aujourd'hui. Je dirais aussi qu'on pourrait peut-être situer ce mouvement effectivement dans un temps beaucoup plus long de l'usage de l'internet comme une source d'information alternative. Les principales dates que je retiendrai pour ma part, c'est d'abord la fin des années 90 avec l'émergence du mouvement d'altermondialisation et la création du réseau Indie Media, qui est le premier média participatif alternatif très politisé qui montre la voie en quelque sorte. Ensuite, une deuxième étape, c'est la création des premiers médias participatifs professionnels en France autour de 2007-2008 avec le Feu, Rue 89, Mediapart, Bakchiche, etc., qui sont des médias qui se fondent explicitement sur cette promesse d'une information différente. Et on a aujourd'hui une multitude de ces sites-là, je ne vais pas vous faire la liste, mais entre Street Press, Reporter, etc., il y a des dizaines et des dizaines de sites qui sont professionnels et qui ne sont pas spécialisés juste sur la couverture de mouvements sociaux. Une troisième phase qui est celle du mouvement des indignés du printemps arabe qui fait monter en puissance l'utilisation des réseaux sociaux numériques par des individus et par des collectifs, qui a été beaucoup étudié ces tendances par la recherche. Et puis une quatrième phase, à mon avis, qui est la même séquence à peu près que les mouvements des Gilets jaunes, c'est le mouvement contre la loi travail, qui s'est beaucoup fondé également sur une pétition, sur des vidéos YouTube, sur des réseaux sociaux numériques, et donc sur Internet en général. Et en fait, le mouvement des Gilets jaunes, dans sa phase actuelle, il me semble, va capitaliser sur tout cet héritage-là. Et d'ailleurs, vous avez mentionné des médias qui ont été créés à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais moi, je constate aussi qu'il y en a aussi pas mal qui sont créés en 2016 dans le mouvement contre la loi travail et qui reprennent la pointe de la bête aujourd'hui, qui se greffent dans ce mouvement de Gilets jaunes, donc qui montre en fait ces continuités-là. Alors évidemment, il y a aussi un certain nombre de faiblesses de ces médias-là et de ce mouvement en général. La principale faiblesse, si vous voulez, des mouvements qui se fondent sur les réseaux sociaux numériques, ça c'est un travail de Zaineb Toufekci qui l'a montré, qui est une experte dans ce domaine, c'est que ce mouvement monte très rapidement en puissance, peuvent créer des énormes manifestations et des énormes protestations très rapidement parce qu'ils utilisent des moyens de coordination très efficaces, mais ils rentrent dans une sorte de paralysie tactique par la suite quand le mode d'action prévu au départ ne marche plus, quand la manifestation et la protestation ne marchent plus, ce qui est le cas aujourd'hui, à cause de la répression, etc. Et ben, il faut élaborer d'autres réponses. Et là, comme il n'y a pas de structure d'organisation derrière, on a du mal à le faire. Donc, je pense qu'on est dans cette phase-là pour ce qui est des mouvements des Gilets jaunes. La faiblesse principale pour ce qui est des médias alternatifs, à mon sens, c'est leur trop grande dépendance envers les plateformes numériques de type Facebook, YouTube, etc. Parce que récemment, on a constaté quand même un certain nombre des cas de censure de ces médias-là. Vous en avez eu
notamment un au moment du G7, où plusieurs médias alternatifs, plusieurs pages Facebook de ces médias-là ont été censurées par Facebook. Encore plus récemment, vous avez eu des pages de syndicats qui appelaient à la grève au moment du débrayage à la SNCF, qui ont été également censurées par Facebook. Évidemment, quand notre mode de distribution de l'information, quand notre mode d'accès au public est une plateforme monopolistique comme Facebook, on est fragile parce que du jour au lendemain, cet accès peut être coupé. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler ici qu'aujourd'hui, ces plateformes jouent un jeu politique tout à fait classique, hein, sont dirigées par des gens qui ne sont plus des technocrates ou des ingénieurs, mais qui sont des politiques. Par exemple, Facebook France est aujourd'hui dirigé par Laurent Soli, qui est l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui a commencé sa carrière au ministère de l'Intérieur. Donc, on croit Laurent, qui a travaillé ensuite chez TF1. Donc, on voit bien là qu'il y a des. Pourquoi on a choisi Laurent Soli? Parce que Facebook aujourd'hui joue un rôle politique. Il négocie avec le gouvernement, il négocie avec les médias. Donc, il a besoin de ce genre de compétences. Le patron de relations publiques monde de Facebook, c'est Nick Clegg, qui est l'ancien président du Parti libéral britannique. Donc, en fait, Facebook embauche aujourd'hui des politiques parce qu'ils jouent un jeu politique.